Vous écoutez En provenance des étoiles sur julieleblanc.ca et il me fait grandement plaisir de vous présenter le prochain chroniqueur. C'est un coup de cœur, c'est une référence dans le monde des étoiles, si on peut dire. L'animateur de l'OVNI Show sur digifilm.ca, Jean Lavergne, bonjour. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va super bien. De retour de vacances, ça va toujours bien. L'OVNI Show commence sa saison numéro 5 quand? On est en grosse délibération là-dessus parce que on regarde, on veut changer la formule un petit peu, donc on regarde comment est-ce qu'on va fonctionner. On est en brainstorming de ce temps-là, là. Pour vrai? Ouais. Quelle formule un petit peu vous voulez aller chercher? Ben, se garde, c'est parce que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que l'OVNI Show, c'est toujours enregistré en différé, hein. Peut-être qu'on va peut-être essayer cette année, garde, peut-être qu'on va essayer cette saison d'être plus en direct et puis d'ouvrir les lignes. Mais là, c'est là qu'on est rendu, là. Tu sais, on se questionne, Oh! on examine les possibilités puis tout ça. Ça va dépendre de Radio Shawinigan au départ, qui nous permet depuis déjà presque 5 ans d'avoir une émission sur l'ufologie en direct sur les ondes le mercredi soir. Donc, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Là. Pour l'OVNI Show, pour revenir, c'est sûr que ça va revenir, mais la formule, ça va peut-être être différent. Puis, ça va peut-être commencer un petit peu plus tard qu'accoutumé, justement à cause que on veut vraiment être certain qu'on regarde toutes les possibilités avant de commencer la saison. Là, tu sais. Jean, tu es ufologue. Qu'est-ce Ouais. que c'est un ufologue? Ouais, mais mettons que tu le dis comme toi, là, c'est un œufologue, ça s'occupe pas des œufs. Mais c'est un ufologue. Oh mon Ufologue. Dieu! Non, parce qu'on s'occupe pas des œufs vraiment, à part que de déjeuner avec, là. Mais c'est parce que mettons qu'on fait un petit peu de l'étymologie pour le mot, c'est que ça s'écrit Ufologue, ufologue, tu sais. Comme ufologie, objet volant non identifié, unidentified flying object en anglais. Fait que c'est un ufologue. Oui, je suis ufologue depuis, regarde, on est en 2014, attends un petit peu, on est en ufologie depuis 1980 à peu près. Fait que ça veut dire 80, ça fait 2000, ça fait à peu près 35 ans, mettons. Wow! Toi, c'est parti d'une expérience que tu as vécue, c'est-à-dire que tu as vu des extraterrestres? Ben oui, puis non, regarde, si on fait vraiment l'historique de tout ça, c'est que, regarde, même quand j'étais jeune, là, tout petit, là, on aimait ça parler d'OVNI, là, tu sais, là, on allait voir des films au théâtre où il y avait des soucoupes volantes, puis on tripait bien fort là-dessus, mais qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que dans les débuts des années 80, une personne proche à moi qui a vécu une grosse expérience ufologique, puis c'est ça qui a vraiment déclenché mon attrait pour la sérieuseté, si on peut dire ça comme ça, du phénomène OVNI, parce que avant ça, c'était juste pour le trip, là. Tu sais, mettons, on Ouais, regarde c'était un un bon film film, au là, tu sais. cinéma, mais là, de là, C'est de ça. dire, wow, attends un peu, là, ça se passe pour vrai. C'est ça. C'est parce que qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs aspects du phénomène OVNI dans ce cas-là en particulier qui a vraiment creusé ma curiosité. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à faire des recherches sur le phénomène, là, tu sais. C'est ce qui m'a amené aujourd'hui à voir, tu sais, sans nécessairement me prendre pour la Bible de l'ufologie, là, c'est vraiment pas ça. Mais je veux dire, ça m'a amené à avoir un certain niveau de connaissance au niveau de l'historique, si on peut dire, de l'ufologie mondiale, puis de tenir au fait un peu de ce qui se passe un peu partout, malgré que c'est comme impossible, là, parce que aujourd'hui, avec les médias sociaux, l'Internet, tout ce que tu voudras, c'est impossible là, de Vérifier la source tout le temps, ben, hein. c'est ça, tu sais, je veux dire, tu peux pas dire, ah, il y a eu une observation d'OVNI à Montréal hier, exemple, puis dire, ah, ben, regarde, il y a eu une observation d'OVNI à Montréal. C'est qui rapporte ça? Ils ont pris ça où? Ils l'ont-tu fabriqué? Ils l'ont-tu pas fabriqué? Garde, je te dis pas qu'il n'y a pas de source fiable, mais il y en a de moins en moins parce que la majorité des gens qui s'intéressent au phénomène sérieusement vont délaisser un peu ces canaux-là d'information, si tu veux, parce que c'est trop délayé, justement, il n'y a plus moyen de savoir, tu sais. OK, Jean, quelles sont les preuves que tu as ramassées en ces 30 ans d'expérience ufologique, comme quoi qu'il y a vraiment une vie extraterrestre? Regarde, là, des preuves comme qu'il y a vraiment une vie extraterrestre, il n'y a pas personne qui a des preuves de ça. Tu sais, tout ce qu'on peut avoir comme preuve de ça, si tu veux, c'est que des témoignages crédibles, des expériences personnelles, mais je peux pas t'apporter cet après-midi un morceau d'objet volant non identifié, en bon français, une soucoupe volante pour te dire, garde, c'est ça, ça vient de telle planète. Personne n'a ça. C'est là qui est le problème de l'ufologie aujourd'hui parce que si on prend juste l'ufologie moderne qui a commencé à peu près dans les années 40 avec le cas de Roswell, puis Kenneth Arnold, puis tout ce que tu voudras dans ces années-là, dans les années 45, 50, 60, euh,
il y a tellement eu de foutaises d'aborder puis d'apporter comme preuve de fausses photos, de faux témoignages, de fausses preuves qu'aujourd'hui, on est rendu que même une bonne photo, c'est plus une preuve. Tu comprends-tu? Puis dans le monde technologique dans lequel on est rendu, un bon vidéo, une bonne photo, c'est officiellement pas une preuve parce que C'est en 10 minutes oublié. avec des. C'est ça, parce qu'en 10 minutes avec des logiciels trouvés sur l'Internet, tu es capable de faire de quoi qui est très, très, très potable. Donc, la preuve qu'il y a une vie extraterrestre ailleurs, je ne peux pas te l'aborder. La preuve que te l'apporter, mais la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe, ça, par exemple, on est capable de l'apporter. Personnellement, moi, j'ai vu des ovnis, j'ai fait de nombreuses observations de phénomènes aériens inexpliqués qui prouvent qu'il se passe quelque chose, mais te dire d'où ça OK, vient, mais qu'est-ce là, que c'est, je si sais ça veut pas. dire que si tu avais fait ça en vidéo, les gens n'auraient pas porté crédibilité à ta vidéo parce que tu peux trafiquer la vidéo. Fait que Ah oui, finalement, c'est ça. c'est jamais possible d'apporter des preuves. Ben, regarde, c'est jamais possible d'apporter des preuves. Ça, c'est quand que l'enquêteur va faire une enquête approfondie sur la personne. Parce que c'est bien beau, je peux te dire n'importe quoi après-midi, moi, là, puis tu peux prendre ça pour du cash, mais je suis qui, moi? C'est quoi que je fais dans la vie? Tu sais, moi, personnellement, je suis pas vraiment le candidat idéal pour t'apporter une preuve vidéo. J'ai une compagnie de production vidéo. Fait que c'est facile pour moi, mettons, de créer n'importe quoi, puis de te rendre ça tellement crédible que tu peux dire, hey, c'est épouvantable, ça, cette Ça fait affaire-là. une belle émission à Canal D. Ben, c'est ça, tu sais. Mais si tu prends le témoignage d'une personne que, en général, ne s'intéresse pas au phénomène ovni, qu'il a été capable de prendre une photo super intéressante avec un appareil commun, que tu es capable de vérifier le background de cette personne-là, le background de son historique ufologique, de son historique, entre guillemets, mental, puis tout ce que tu voudras, tu peux réussir à avoir une preuve que ce qu'elle a vu, c'était réellement un ovni. Mais pour te dire qu'est-ce que c'est l'ovni, par exemple, personne ne peut te le dire, là. OK, si on associe ça à un phénomène énergétique ou ce qu'il y a un phénomène de téléportation du vaisseau jusqu'à ici à nous et que l'échange énergétique est la manière de communiquer ou de changer ou de se promener ou d'avoir un contact avec un échange. Alors finalement, ça revient à l'exotérisme. Ben oui puis non, parce qu'il y a eu des expériences, entre guillemets, paranormales, là, où ce que la personne n'a même pas vu l'OVNI, mais elle a vécu une expérience extrasensorielle, si on peut appeler ça comme ça, assez extraordinaire. Mais il y a eu des cas où il y a eu une présence physique aussi, là. Il y a des gens qui ont vraiment vu des choses physiques, là. Comme moi, c'est physique ce que j'ai vu, là, tu sais, là. Puis il y en a qui sont allés pas mal plus loin que ces expériences-là. Ils ont vraiment vu des personnes, là, sur le sol. Je te parle pas qu'ils se réveillent le matin puis qu'ils pensent qu'ils ont vu un ovni, là. C'est vraiment un événement physique qui est arrivé, tu sais. OK, qu'est-ce que tu as vu? Alors, moi, ce que j'ai vu, dans le fond, c'est beaucoup, beaucoup de sphères lumineuses. Tu sais, en 1997, entre le mois à août 1997 et le mois de janvier 1998, dans la région de la Mauricie, il y a eu une grosse vague d'observations d'OVNI. Il y en a eu à tous les jours, deux, trois par jour pendant presque 6 mois de temps. Et puis, ce qu'on a vu dans ces périodes-là, c'est ça, c'est des sphères lumineuses, une, deux à la fois, euh, trois même à un moment donné, qui restent sur place, qui apparaissent, qui disparaissent d'un coup sec. On a vu aussi ce qui a été, mettons, comme le summum de la grosseur de ce qu'on a vu, là, c'est qu'on a vu vraiment un objet triangulaire nous passer au-dessus de la face euh, sur une durée de plus ou moins 6 minutes sans aucun son. Ça a été filmé, là, on le voit, mettons, dans l'écran, gros comme une pièce canadienne, là. Puis ça, c'est ça. Mais c'est en général, 99% du monde, c'est ça qu'ils voient, là. C'est des sphères lumineuses, là. Il n'y a pas de rencontre du troisième type à tous les matins, là. Ouais, mais encore là, tu peux dire que c'est un avion furtif de l'armée, puis tu sais, il y a toujours Non, moyen de mettre ça en doute. c'est parce que non, c'est parce que ça dépend, ça revient toujours à ça, ça dépend comment est-ce que ton cas est enquêté. Tu sais, la première des choses, mettons que tu as un avion furtif au-dessus de la tête à environ 7 000 à 8 000 pieds qui passe pendant 6 minutes, tu vas l'entendre en tabarouette, là. Ah Ils ont oui? bien beau être, ben, ils ont bien beau être furtifs au radar, là. Tu sais, c'est parce que les avions furtifs que les Américains possèdent, c'est un avion totalement normal, OK, qui fait le même bruit qu'un avion ordinaire. Chose qui ont changé, c'est qu'ils ont développé une sorte de peinture pour le rendre, puis une forme, si tu veux, là, je veux dire, la façon que les facettes de la carlingue sont organisées, qui va le rendre invisible au radar. Ils ne le rendent pas invisible, là. Ils le rendent invisible au radar. Ça veut dire que le faisceau radar, c'est une onde qui est projetée dans les airs, ça qui, aussitôt qu'elle rencontre un objet métallique,
excusez, se reflète sur l'objet métallique, puis il revient au radar qui nous dit qu'il y a un objet métallique dans le ciel. Mais de la façon qu'ils ont conçu ces avions-là, avec la forme qu'ils ont, puis le revêtement qu'il y a par-dessus la tôle, si on peut dire ça comme ça, l'onde radar se perd dans d'autres directions, puis elle ne revient pas au radar lui-même, donc ils ne peuvent pas le voir au radar. Un F-117 qui se trouve avec les chasseurs qui ont fait, qu'on a découvert pour la première fois dans la première guerre du Golfe dans les années 90, la signature radar de cet avion-là, qui est gros là, comme un chasseur normal, un F-16 ou presque, là, c'est l'équivalent d'un goéland. Donc, il y a encore une signature radar, mais elle est tellement dissipée qu'ils ne sont pas capables de comprendre que c'est un avion, mettons, pour les Irakiens, ils les ont comme pas vu arriver. Mais par contre, l'avion, il est aussi là qu'il était avant, puis s'il passe à peu près à 1000 pieds de toi, tu vas le savoir en tabarouette parce que tu vas l'entendre. Parce que les réacteurs qu'il y a après ça, c'est les mêmes réacteurs ou le même style de réacteur qu'il y a après un chasseur ordinaire. Donc, nous, ce qu'on a vu d'assez près, pendant 6 minutes de temps, s'il y avait eu un son après ça, on l'aurait entendu, mais il n'y avait aucun son. Donc, aucun avion aujourd'hui, puis je te ferai un guillemet pour un planeur tantôt, aucun avion aujourd'hui se déplace sans émettre de son. C'est pas dans l'approche, dans les possibilités de notre technologie. Puis un planeur, tu sais quoi un planeur? Là? Il y en a qui font des vols avec un planeur. Oui, oui. Ça émet aucun son en tant que tel, mais son passage dans l'air à la vitesse à laquelle il vole, ça dégage quand même beaucoup de son si tu l'entends passer de très près. Donc, c'est sûr et certain qu'un ovni, un objet volant non identifié qui va être en dedans de 2000 pieds de toi, s'il n'y a aucun son, tu oublies l'avion tout de suite. Là. Oui, puis qui apparaît et qui disparaît. Exactement, c'est ça. Là, On n'a quand pas vous la dites... technologie. Tu sais, regarde, on n'a pas la technologie. La technologie qu'on connaît de l'homme ne Oui, peut pas oui. faire ça encore. Ben non. Ben oui. Donc, c'est ça. Fait que si tu veux aller du côté de ce genre d'observation-là, il y a un phénomène, c'est comme je disais tantôt, pour revenir, tu parlais paranormal, puis tout ça, ça existe pas. C'est le phénomène, dans ces cas-là, est physique, mais on ne peut pas savoir ce que c'est. Puis encore là, des physiques où est-ce que justement il y a exemples des entités extraterrestres qui s'approprient les corps d'humains et tout ça. Est-ce qu'il y a des cas qui ont été répertoriés comme quoi qu'il y avait des possessions de corps humains par ces entités-là? Moi, j'en ai pas entendu parler. J'ai entendu parler qu'il y avait des gens qui se faisaient enlever par des extraterrestres, tu sais, je veux dire que ce soit mentalement ou physiquement, mais prendre possession d'un corps, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que ça, on réserve ça aux Men in Black au cinéma, là. Ben, regarde, c'est un film, hein, tu sais, je veux dire. Les Men in Black, ça fait partie du folklore ufologique depuis le début de l'ufologie moderne, tu sais. Puis les Men in Black, on pourra faire une chronique entière là-dessus si tu veux à un moment donné. Les Men in Ça Black au existe-tu? départ. Ben, c'est ça l'affaire. C'est parce que, mettons, la grosse discussion qu'il y a à propos des Men in Black, c'est qu'un Men in Black, ben, c'est facile, c'est un homme tout habillé de noir qui vient te voir après que tu as fait une grosse observation d'OVNI puis que tu en as parlé beaucoup. Donc, il y a des témoignages de Men in Black qui disent que c'est des hommes bien ordinaires qui viennent te dire carrément de te la farmer, sinon on te. Puis il y a d'autres témoignages de personnes qui ont été rencontrées par des Men in Black que c'est tellement hétéroclite et bizarre comme rencontre. Le personnage en tant que tel est tellement farfelu qu'on se demande de où ça vient. Tu sais, les Men in Black, est-ce que c'est une organisation gouvernementale américaine ou whatever le pays d'origine qui Ouais. vient dire au monde de se fermer à boîte quand ils ont fait des grosses observations parce qu'eux savent de quoi ils parlent? Ou c'est une manifestation, une autre manifestation du phénomène extraterrestre qui, quand tu as fait une grosse observation, finalement, ils ont manqué le coup, tu n'étais pas supposé de les voir, puis là, ils viennent te voir pour t'écœurer, pour te dire soit des niaiseries, ou ben non, juste pour te faire comprendre que dans ton intérêt personnel, ce serait mieux que tu n'en parles plus. Les Men in Black, c'est un phénomène bizarre. Mais tu remarqueras que depuis que, euh, mettons, le début de l'an 2000, les fins des années 90, puis tout ça, des cas de Men in Black, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que le phénomène OVNI se ridiculise lui-même avec l'Internet, ce que je te disais tantôt. Tu sais, tu vas prendre un scientifique qui va vouloir étudier le phénomène OVNI, ben là, ils vont dire, regarde, on va essayer d'avoir une preuve. Si on n'est pas capable d'avoir de preuves physiques, on va prendre des témoignages, on va les étudier, puis on va regarder des photos, des films, ces choses-là. Mais il y a tellement d'enfants chienneries là-dedans, ils sont pas capables d'avoir aucune preuve qu'ils vont reconnaître comme une vraie preuve pour l'étudier. Donc, plus qu'il va y avoir de fausses photos, de faux témoignages, de conneries en passant sur le phénomène OVNI qui va sortir sur les réseaux sociaux et sur le web, ben, ils n'ont plus besoin
de ridiculiser personne ou de faire peur à personne pour qu'ils arrêtent de témoigner parce qu'ils se ridiculisent tout seuls. Tu sais, mettons, toi, tu fais une observation d'OVNI, tu mets ça sur ton Facebook, ça va être ha ha ha, elle savait qu'elle était flaguée, tu sais. Fait que, ils n'ont plus besoin de ni ouais personne pour les écœurer pour qu'ils se la ferment, là, tu sais. Jean, pourquoi ça reste un sujet tabou? Pourquoi il faut que ça reste caché? Ben, pour être bien franc, ça l'est pas mal moins que ça l'a déjà été, hein. Parce que, oui, je viens de te dire que automatiquement, tu es comme tagué un peu avec le sigle du débile profond quand tu t'occupes d'ufologie, mais je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est plus ouvert dans les discussions parce qu'on dirait que, puis là, regarde, c'est un avis personnel, même si je suis convaincu du contraire, on dirait que les gouvernements s'en occupent moins dans le sens de le démentir. Tu sais, c'est comme je viens de te dire, le phénomène OVNI se détruit par lui-même par les témoignages des gens qui sont traités à la légère sur les médias sociaux. Donc, si le gouvernement veut s'occuper du phénomène OVNI, ben, ils peuvent s'en occuper, puis ils peuvent faire des conneries assez hallucinantes qui vont passer comme du beurre dans le poêle parmi le flot de conneries qu'il y a déjà sur l'Internet. Ah, Je reçois à toutes les semaines sur mon Facebook, hey, va voir ce film-là, c'était écœurant. Il y a un gars qui a filmé ça en Russie. Il y a un gars qui a. Tu sais, c'est inondé de faux films sur l'ufologie. Ben, il peut en avoir un vrai dans le fond, puis on le discarte du revers de la main, pareil comme si c'était un faux, parce que il est inondé dans la masse. Donc, le phénomène OVNI, pour te dire ça, c'est un vrai phénomène. Les gouvernements doivent certainement s'en occuper encore, même s'ils disent qu'ils s'en sont jamais occupés et qu'ils s'en occupent plus. bon, c'est quoi Donc, l'intérêt du gouvernement à s'occuper de ça? C'est ben, quoi ça regarde, apporte au gouvernement de contrôler puis de tenir le peuple dans l'ignorance? bon, ben regarde bien. Mettons qu'on part du début. Mettons qu'en 1947, l'écrasement de Roswell, c'est vraiment arrivé. On sort de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde sont encore tous sur le gros freak, sur le gros nerf de la guerre, de l'invasion d'un autre pays. Dire à la population que le gouvernement américain contrôle pas son espace aérien, ça aurait été une gaffe monumentale parce que le monde aurait viré fou. Faut se rappeler qu'en 1938, Orson Welles il a fait une émission de radio qui s'appelait La guerre des mondes, tirée du roman de H.G. Wells qui a été fait en 1898. Puis, il a présenté ça, lui, comme un bulletin de nouvelles. C'était pas présenté comme une pièce de théâtre. Puis, il y a 1 million de personnes aux États-Unis qui ont cru dur comme fer. Puis, ils ont communiqué leur peur à 1 autre million de personnes. Il y a eu des émeutes. Il y a même du monde qui sont sortis dans les rues avec des fusils pour se battre contre les extraterrestres. Ça, c'est que la peur des gens de Hitler, de l'envahissement des États-Unis par ces puissances-là, ça a fait qu'il y avait déjà un certain degré de peur au niveau de la mentalité. Lui, Orson Welles, il a fait ça le soir de l'Halloween. Il aurait pu parler de n'importe quoi d'autre, mais il a décidé de faire cette pièce de théâtre-là ce soir-là. Ceux qui ont manqué le 5 minutes du début, ils ont embarqué à 100%. Si les Américains avaient dit après le crash de Roswell qu'ils ne contrôlaient pas leurs espaces aériens puis qu'il y avait des vaisseaux d'une autre planète qui venaient se promener pour envahir les États-Unis, je pense que la réaction n'aurait pas été terrible. Là, on est rendu 70 ans plus tard. Euh, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. On a des gros doutes, là, tu sais, les conspirationnistes, là, il y a des pages et des pages, il y a des encyclopédies complètes sur les conspirations avec le gouvernement américain, avec des extraterrestres, trois, quatre races différentes qui seraient venues bien des fois. Le film Rencontre du troisième type, ça serait tiré d'un fait vécu. Tout ce que tu voudras, mais ça là-dessus, mais on n'est jamais capable de savoir la vérité si ils ont eu un contact avec les extraterrestres. L'avantage pour les gouvernements de garder ça secret, c'est que mettons que c'est vrai, admettons que le crash a eu lieu, qu'il y a eu des rencontres. Il y a un avantage technologique là-dedans que les gouvernements veulent aller chercher, c'est clair. Il y a une façon de travailler qui s'appelle le reverse engineering. C'est autrement dit, tu prends un appareil qui est complet, tu le démontes pour savoir comment ça marche, pour en faire d'autres. Si vraiment c'est ça qui est arrivé en 1947, les Américains sont tombés en possession d'un reste de soucoupe volante qui était encore super, super fonctionnel, mais qui ont détruit tranquillement pas vite, l'ont déconstruit pour comprendre comment ça marche. Mais peut-être qu'ils sont arrivés à une technologie qu'ils ne veulent pas que personne sache qu'il y a. Parce que le meilleur moyen de surprendre ton adversaire dans n'importe quel domaine, c'est de cacher tes cartes. Donc, l'attrait pour les gouvernements serait technologique. Puis il y a une grosse partie de contrôle de liberté d'information là-dedans. Si tout le monde est au courant de tout, ben tu peux pas avoir de secret puis avoir un avantage sur l'autre. Oui, mais là, tu regardes, là, les Péruviens, ils ont leurs manifestations extraterrestres. Tu regardes, les Africains en ont d'autres. Puis là, chaque partie, chaque civilisation ont leur expérience avec les extraterrestres. Alors,
si tout le monde garde ça pour soi ou c'est secret ou c'est comme c'est sûr et certain que ça va être mal géré au niveau du peuple. Le sentiment de peur et tout ça va prendre l'assaut, mais les gens, pourquoi chacun des pays ne s'unissent pas finalement pour mettre l'information pour s'entraider, je sais pas, se protéger ou peu Moi, importe mais là. regarde ça, mettons, du côté politique, simplement du côté politique. Tu penses-tu qu'aujourd'hui, avec qu'est-ce qui se passe, là, que Obama puis Poutine pourraient s'assire pour parler d'OVNI, de secrets gardés depuis 40 ans? Non. Bon. Fait que c'est de même avec tout le monde. Comprends-tu? Puis le fait qu'il y ait eu des extraterrestres, entre guillemets, des ovnis, dans tous les pays du monde depuis le début que l'homme a de la mémoire, Oui. ça prouve que le phénomène est probablement extraterrestre. Parce que si tu regardes comme faux, dans les rapports, dans les carnets de Jacques Cartier puis de Christophe Colomb, ils n'appelaient pas ça des extraterrestres, ces autres-là. Mais ils ont vu des phénomènes aériens étranges et bizarres, là, comme Christophe Colomb, ils ont vu des phénomènes aériens rentrer dans l'eau, se promener dans l'eau, sortir de l'eau, puis s'en retourner dans le ciel. Eux autres, ils ont appelé ça des apparitions divines. Mais c'est juste au niveau technologique qu'il n'y a pas de vocabulaire, là, tu sais. Puis il y a une chose qui arrive aussi, c'est qu'en 1940, il n'y avait pas beaucoup de télévision, il n'y avait pas beaucoup de radio, il n'y avait pas beaucoup de médias, il n'y avait certainement pas d'Internet. Aujourd'hui, même tu prends quelqu'un qui a un qu'une 12e année, là, il est beaucoup plus instruit grâce à tout ça que quelqu'un qui avait beaucoup d'instructions dans les années 40, là. Fait que Hey, c'est pour ça que les témoignages d'observation d'OVNI, les formes changent un peu. Il y a des prédominances, mais les formes changent un peu. Puis le monde commence à le savoir, qu'est-ce que ça a de l'air un Boeing là, quand il passe le soir. Là, tu sais. Fait qu'il y a pas mal moins d'observations d'avions que d'observations d'OVNI. Là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? hmm. Le gros problème qu'on a eu, mettons, dans les années 40 jusqu'à 80, là, c'est la planète Vénus. Tu sais, tout le monde disait que c'était la planète Vénus que le monde voyait. Tu sais, j'ai eu beaucoup de rapports d'observation, moi, un coup vérifié avec le témoin que ça donne que c'était la planète Vénus. Surtout, on s'en va dans l'automne, on arrive dans une période où on va la voir grosse au bas de l'horizon, puis elle se couche vite. Donc, si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le ciel, jamais, parce que tu regardes toujours tes bottines, puis finalement, tu as écouté un documentaire à la TV qui parle d'OVNI, puis tu décides de regarder le ciel, tu n'es pas au courant de rien de ce qui se passe là-dedans. Fait que Vénus, tu vas avoir un gros point à l'horizon, puis en dedans de 15 minutes, il fait un arc de cercle vers la droite, puis il disparaît. Hey, j'ai vu un ovni. J'ai même eu un témoignage de quelqu'un qui a vu Vénus, qu'avec ses jumelles, il voyait des hublots dans Vénus. C'est Ah. incroyable, là. Les gens, ils ont, tu sais, la pensée du monde, là, ça capote un peu. Il faut faire attention avec ça. C'est pour ça que c'est dur à gérer le phénomène ovni, parce que c'est le témoin qui fait la chose. Pas de témoignage, pas d'enquête, pas de résultat. Mais si tu prends un coup de téléphone, il y a quelqu'un qui te dit qu'il y avait un ovni, tu marques ça sur un papier, puis that's it. Toutes les observations sont des observations d'ovni. Un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que Vénus, c'est comme passé date. On est rendu avec la Station spatiale internationale. As-tu déjà vu passer la Station spatiale internationale? Je penserais pas. C'est gros, c'est très gros, c'est dans le ciel, puis ça se déplace assez vite. Fait que ça peut avoir l'air d'une boule lumineuse qui se déplace dans le ciel. Mais si tu vas sur le site de la NASA, puis là, je le dis pour tous tes auditeurs en même temps qui seraient peut-être intéressés de penser que c'est un ovni, là, tu peux t'inscrire à une infolettre qui va te dire, tu lui donnes ton adresse si tu veux, là, la ville, tu n'es pas obligé de lui donner le numéro de porte, là. Puis tu vas recevoir un courriel qui va te dire, à soir, à telle heure, pendant tant de temps, de telle direction à telle direction, la station spatiale va passer au-dessus de chez vous. Fait que là, mettons que tu as ça en main, tu regardes le ciel à cette heure-là, si c'est pas couvert, tu es capable de voir passer la station spatiale. Moi, j'encourage tout le monde à faire ça. On va arrêter d'avoir des téléphones d'OVNI de station spatiale. Moi, personnellement, je suis abonné à ça, puis c'est facile, là. Si je reçois un coup de téléphone un matin qui me dit qu'hier au soir, entre 9h et 9h05, il a passé un asti gros point, excuse, là, dans le ciel, ben, je le sais que s'il me dit que ça venait du sud-ouest, que ça s'en allait au nord-ouest, ça a duré 4 minutes, puis c'était à 42 degrés, c'était la station spatiale. Il faudrait que les gens se documentent plus pour faire des rapports intéressants. À tous les ans, il y a un gars que je trouve formidable qui s'appelle Chris Rutkowski, qui est en Alberta, qui publie le Canadian UFO Survey. Mais j'en ai justement jasé dernièrement avec lui sur Facebook que toutes les organisations qui le veulent, ils envoient des rapports d'observation à ce gars-là, puis il compile les observations canadiennes à chaque année, puis il sort ça. Mais tout le monde est tombé d'accord, d'un commun accord, que ça reflète une partie de la réalité, mais ça ne peut pas refléter toute la réalité. Parce que regarde, l'exemple que j'ai donné, c'est que moi, j'ai fait des dizaines d'enquêtes, puis ils n'ont jamais eu mes résultats.
sais, fait que s'il y en a 50 au Canada, 100 au Canada qui font des enquêtes personnelles comme ça puis qui ne donnent pas ces enquêtes-là, ben s'il dit qu'il y a eu 2000 observations d'OVNI au Canada aujourd'hui, c'est une statistique intéressante, mais ça reste la base de la statistique, tu sais. Il faut Oui. faire très attention. Mais le phénomène OVNI, il faut être conscient que c'est une réalité. C'est pas un. C'est parce qu'il ne faut pas renvoyer ça notre temps au côté psychologique non plus. C'est une réalité physique. Le phénomène existe physiquement. Tu sais. Puis c'est dans le monde entier. Donc, il y a certainement une réflexion à faire là-dessus. C'est juste qu'on attend que les scientifiques s'y penchent sérieusement. Oh, je te remercie de nous éclairer avec ta grande expertise. C'est sincèrement vraiment intéressant. Ça Ben, c'est nous parce, aiguille, ça nous donne la connaissance, puis en même temps, ben c'est vrai, on va regarder ce qui se passe dans le ciel. ben, c'est parce qu'au départ, si tu veux parler d'un événement qui se passe dans le ciel, il faudrait que tu sois au courant un peu de ce qui se passe dans le ciel en général. Oui, voilà, bravo. Merci, Jean Lavergne. Ça fait plaisir. Bye bye. À la semaine prochaine.